Alors, bonjour à tous. Alors, merci à tous ceux qui ont organisé donc cette soirée. Pour en avoir organisé quelques-unes, effectivement, j'arrive à m'imaginer le travail que ça représente. Merci à vous tous d'être venus. Merci à votre mère d'être réveillée, de vous prêter la salle en toute conscience de ce qu'il fait, contrairement au mien. Et, et voilà, merci. À chaque fois que je vois une foule de personnes comme ça, j'imagine que vous êtes tous venus un par un avec votre voiture, avec vos emplois du temps, et que c'est toujours très impressionnant. Et merci à Jean-Dominique voilà, de m'accompagner ce soir. Bonsoir, merci pour votre accueil si chaleureux et si généreux. J'aimerais à mon tour rendre hommage aux élus dignes de ce nom. Euh, on vit une période difficile parce qu'il y a plein de métiers et de fonctions honorables qui sont en train de se déshonorer de toutes les manières possibles et imaginables. On a vraiment l'impression d'assister à une forme d'effondrement. J'ai ces images, je ne sais pas si vous les avez vues, des glaciers en Patagonie qui arrivent dans l'océan et il y a les séracs comme ça qui s'effondrent dans la mer. Et on a vraiment l'impression, partout où on regarde, d'être dans une civilisation en plein effondrement. Et Dieu merci, il y a un certain nombre de personnes qui tiennent bon, qu'ils soient médecins, qu'ils soient juges, qu'ils soient avocats, qu'ils soient élus, qu'ils soient psychologues, là où ces métiers dans leur ensemble sont en train d'être totalement désorganisés, désarçonnés, mais aussi captés par une dérive collective qui, effectivement, moi, continue de m'impressionner. C'est vrai qu'au cœur de la salutogenèse, qui a été un de mes domaines de recherche pendant beaucoup d'années, et finalement c'est toujours intéressant de voir comment nos vies nous ont préparés à être dans cette position de résistance et de lucidité, en nous souvenant que c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Et en ce qui me concerne, j'ai parfois partagé ça, j'ai été sous emprise d'un manipulateur dans le domaine professionnel pendant de longues années. Et je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu des tours manipulatoires qui mettaient en œuvre. Pourquoi? Parce que comme beaucoup de manipulateurs, c'était quelqu'un d'extraordinairement doué. Les manipulateurs savent repérer dans chaque personne les fragilités et les failles. Et donc, ils me servaient ce qui endormait complètement ma méfiance. Et notamment en se montrant extraordinairement éthique, extraordinairement compassionnel, plein de déontologie. Et moi, si vous me servez cette partition-là, je fonds comme une midinette. Et je voyais bien qu'il y avait des choses dans le comportement de cette personne qui n'étaient pas congruentes avec son discours, mais il suffisait qu'il redise des paroles rassurantes dans le registre empathique, compassionnel, pour que tous les signaux d'alarme que j'avais pu avoir soient complètement éteints. Et ça n'est qu'après des années d'emprise que j'ai pris conscience de ce dans quoi j'avais été, que j'ai vu aussi que cette personne était un maître en manipulation, mais qu'il servait à chaque personne ce qui allait correspondre à ses fragilités. Et notamment, j'ai découvert qu'il avait terrorisé d'autres personnes dans le même milieu professionnel, sans que je le voie jamais, parce que tout était soigneusement séparé. Mais donc, il y avait d'autres personnes avec qui il se montrait totalement abusif, imbusable, imbuvable, violent, etc. Alors que c'est évident que si jamais il avait essayé ces ressorts-là avec moi, il n'aurait eu aucune chance. Mais en jouant le grand humaniste extrêmement compassionnel, je n'y ai vu que du feu. Et ça a été une expérience très douloureuse. Quand on est sous emprise et manipulé, souvent on finit par perdre la santé. On tombe malade, on a des accidents, voire on est tenté par le suicide. Et en ce qui me concerne, je suis tombé malade, donc il y a mon corps qui m'a arrêté à un moment donné. Et quand finalement j'ai ouvert les yeux et que je me suis retourné sur ce qui m'était arrivé, j'ai découvert toute une séquence d'événements et de procédés dont je n'étais même pas conscient que ça pouvait exister. Je le savais vaguement intellectuellement, je savais qu'il y avait des dérives sectaires, je savais qu'il y avait des gens qui étaient tellement dans cette intention malveillante vis-à-vis des autres que le fait de prendre le pouvoir sur d'autres et les endommager était leur moteur de vie. Mais vous voyez, ça restait abstrait comme compréhension.
Et quand tout d'un coup, je me suis retourné sur ce que j'avais vécu et que j'ai vu le côté extraordinairement méthodique, démoniaque de ce qui m'avait été infligé, mais aussi à quel point j'avais été totalement incapable de me rendre compte de ce qui m'arrivait, eh bien, ça m'a donné une expérience de vie qui, si je ne l'avais pas eue, j'aurais été totalement incapable de comprendre ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et vraiment, il y a tant de dimensions dans ce que nous vivons. Il y a évidemment des dimensions psychologiques, et je suis ravi d'être avec Amandine Lafargue qui travaille ces questions-là depuis des années et des années avec une expertise absolument magnifique. Il y a évidemment une dimension sociale, il y a évidemment une dimension cognitive. Nous avons tous observé que les gens qui n'ont pas compris sont dans ce que le philosophe Alexis Haupt appelle le médiavers. C'est l'univers des médias. C'est la fiction qu'on raconte depuis 3 ans, et tous ceux qui n'ont pas eu accès à autre chose ou qui ont refusé d'entendre quoi que ce soit d'autre sont auto-justifiés dans cet univers qui raconte une histoire depuis 3 ans, qui est complètement fausse et délirante, mais quand on ne connaît que ça a l'air logique. Donc pour vous donner un exemple, une journaliste romande, Amel Debay, a fait une enquête récemment auprès des rédactions de la presse en disant comment est-ce que vous auto-évaluez votre traitement de la crise sanitaire et le respect de votre éthique. Et c'est extraordinaire. Les mecs sont ravis. Ils disent nous avons été brillants, nous avons été héroïques, nous avons tellement bien fait. Et oui, nous avons scrupuleusement respecté la déontologie journalistique. Alors, vous voyez, si j'avais pas eu moi-même cette expérience d'avoir été manipulé, je pense que je serais enragé contre ces gens à cause de la malhonnêteté profonde qu'ils manifestent. Mais puisque je me suis retrouvé dans une situation similaire, ça me donne la clé de lecture de comprendre qu'ils ont été dépossédés de tout pouvoir de conscience et d'agir par rapport à ça. Alors, ça ne les exonère pas de leurs responsabilités. Voyez, quand vous avez des experts de plateau, en Suisse, les salaires peuvent être assez élevés. Hein, un Didier Pitet ou une Sam Hayur, c'est des gens qui touchent 500 ou 600 000 francs par an de salaire, aux frais du contribuable. Et d'ailleurs, un chirurgien de cette nature avait récemment, je suis un peu long, brandi sa fiche de paye sur un plateau télé de 600 000 francs par an pour montrer qu'en fait, il ne touchait pas tant que ça. Donc, bon, c'est un chirurgien. Les chirurgiens, ils se prennent un peu pour Dieu, paraît-il. Mais ça montre quand même le décalage dans lequel ils sont. Donc évidemment qu'il y a une responsabilité. C'est-à-dire que même s'ils sont leurrés, manipulés ou qui s'auto-manipulent, quelqu'un qui touche 400 000 euros par an n'a pas la possibilité d'en fumer les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Une responsabilité qui va avec le salaire ou avec la position. Mais toujours est-il que je peux comprendre comment cet univers mental s'est façonné et comment effectivement on est dans une savonnette. C'est-à-dire que ces gens évite tout ce qui pourrait remettre en cause une vision du monde, parce qu'au fond, ça serait trop douloureux d'ouvrir les yeux sur la réalité telle qu'elle existe. Et ils le disent. Hein, ils le disent, mais ça veut dire que nos gouvernements seraient méchants, qui chercheraient à abuser de la population, qui, vous voyez, et là il y a un hiatus qui est l'impossibilité de penser le mal. Et c'est exactement ce qui m'était arrivé lorsque j'étais sous emprise. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris la dimension psychologique, la dimension interpersonnelle, mais presque aussi une dimension théologique, une dimension mystique. C'est-à-dire que le mal est très compliqué sur le plan existentiel. Il nous renvoie à beaucoup de choses. Quand on lit les pires pages de l'histoire, on se pose plein de questions. Comment est-ce que ça a été possible? Et comment est-ce que des individus peuvent être animés par la seule jouissance de détruire les autres? Comment est-ce que c'est possible? Si on n'est pas un pervers ou un paranoïaque ou un psychopathe, tu vas décrire ça très précisément pour nous, on ne peut même pas l'imaginer. Et donc, il faut savoir que ça existe, mais on ne peut le savoir, le connaître qu'en l'ayant vécu ou s'y étant confronté d'une manière ou d'une autre. Et à partir du moment où cette compréhension apparaît, vous savez qu'au cœur de la salutogenèse, et je te passe la balle, il y a le sentiment de cohérence. Et le premier pilier du sentiment de cohérence, c'est l'intelligibilité. On peut résister à tout pour autant qu'on comprenne à quoi on a affaire et ce à quoi il importe de résister. Alors, la salutogenèse, c'est une compréhension qui est née notamment de l'étude des pires situations
par rapport à ce qu'on évoque et des rescapés des camps de la mort. Et un fameux psychiatre viennois qui a été déporté pendant 3 ans dans les camps, Viktor Frankl, les nazis l'ont gardé en vie parce qu'ils avaient besoin d'un médecin, mais il a assisté à toute cette horreur. Il y a survécu, il a perdu sa femme et sa famille, et il s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont réussi à tenir bon, que certaines personnes n'ont pas perdu leur humanité? Et donc, il a mis en lumière ces 3 piliers qui sont l'intelligibilité, ceux qui se disaient mais non, c'est pas aussi pire que ce qu'on nous raconte, je suis sûr que ça va s'améliorer, ils peuvent pas vraiment avoir ça à l'esprit, ben, se sont fait laminer. Alors que ceux qui avaient compris qu'on était dans un système totalitaire eugéniste qui voulait détruire le peuple juif et d'autres catégories de la population, eux, ils avaient contre quoi s'appuyer. La deuxième chose, c'est les valeurs fondamentales, ne jamais perdre le lien avec ce qu'il y a de plus précieux dans notre humanité, qui sont ces valeurs essentielles immatérielles, et à partir de là, conserver des pouvoirs d'agir. Et Frankel raconte des scènes évidemment bouleversantes, mais de gens qui, affamés, recevant un quignon de pain, le partageaient encore avec ceux qui avaient moins. Vous voyez? Parce que la survie de l'âme, la vie avec un V majuscule en dépend. Et donc, c'est à la confluence de ces 3 pôles qu'existe une possibilité de rester cohérent envers et contre tout. Mais évidemment que le préambule, c'est de mesurer à quoi on s'affronte. Et c'est là où toute l'expérience d'Amandine, qui travaille depuis très très longtemps avec, on l'a beaucoup dit sur les plateaux télé, c'est qu'on retrouve à l'échelle collective ce qu'on connaît dans les familles maltraitantes. Et les enfants ne peuvent pas imaginer que papa et maman ne s'occupent pas bien d'eux. Hein, c'est impensable. Et dans l'état régressif psychique collectif qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la même chose. Le citoyen moyen ne peut pas imaginer que les gouvernements, les sociétés médicales, les universités, les médecins ne soient pas bien intentionnés. Et donc, voilà, je crois que j'ai ouvert un petit peu le Oui, sujet. oui, merci. Merci Jean-Dominique. Oui, dans ce que tu dis, on va retrouver beaucoup de choses qu'on trouve en clinique sur notamment les salariés qui ont traversé un burn-out, qui n'étaient pas préparés au nouveau management des années 90 et qui se sont retrouvés à somatiser, comme tu as pu décrire pour toi, ou à être traversés par des choses, bah, ça les a doublés et donc le burn-out, ils ont brûlé tout en pensant très bien faire leur travail. Donc j'ai des collègues qui étudient même l'infiltration donc, de ces techniques de management jusqu'au code de déontologie des professions. Donc si vous voulez, je pourrais vous envoyer la documentation pour que ça intéresse. Les codes de déontologie du psychologue qui ont été refondus pendant les années Covid, par exemple, mais d'autres, comme les gendarmes, les policiers, choses comme ça. Donc effectivement, on retrouve beaucoup de choses du côté des biais cognitifs que tu as nommés, de l'impuissance qui s'installe et du désespoir qui peut mener au suicide. Hein. Vous étiez là pendant les années 2000 avec les histoires voilà, des grandes entreprises. Voilà. Alors pour me présenter, je suis Amandine Lafargue et je suis psychologue clinicienne, c'est-à-dire que je m'y connais. Alors la, la psychologie clinique, c'est une chose, c'est-à-dire comment on se porte auprès du patient, la cliné. Mais j'ai une spécialité qui est la psychopathologie, c'est-à-dire j'ai étudié comment ça s'articule, la personnalité des gens. Et j'ai préalablement un diplôme de psychologue du travail, psychologue social, donc j'analyse les foules, les groupes, les institutions, donc, et les biais cognitifs qui les accompagnent. Donc effectivement, tout ce que nous décrit Jean-Dominique, c'est quelque chose que je connais bien. N'hésitez pas à me couper pour poser vos questions, parce qu'effectivement, il y a peut-être des choses que j'aurais besoin de préciser sur cette impuissance acquise, voilà, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ce que je voulais, c'est effectivement revenir sur comment tenir bon, c'est-à-dire revenir sur les discours des gens qui sont relevés d'épisodes, d'événements de la grande histoire qui sont traumatisants et éviter un maximum les traumas et surtout, on va dire, protéger notre résistance. Donc là, on est à un moment où la résistance a besoin à nouveau de relancer sa créativité, son énergie de vie et pas tomber dans quelque chose de l'impulsion à la survie.
Donc, si vous voulez, il n'y a aucun organisme humain, on va dire vivant, qui peut tenir du stress sur aussi long terme que ce qu'on est en train de tenir. Normalement, le stress, c'est fait pour envoyer les hormones qu'il faut pour qu'on court plus vite et pour qu'on s'échappe du problème ou pour qu'on se fige pour laisser passer le problème. Or là, ce qui nous arrive, c'est des techniques de manipulation qui nous effractent et qui nous font perdre notre énergie psychique. Donc c'est assez sérieux cette histoire. Et donc vraiment, on écoute les personnes qui sont passées par là avant nous pour essayer de se faire une fiche technique de comment on va résister. C'est-à-dire on va commencer à rendre automatique ces procédés de résistance pour plus avoir à y penser quand on commence à sombrer. Donc c'est assez essentiel, j'ai envie de dire. Alors pour rebondir sur ce qu'Amandine vient de dire, je crois que reconnaître la gravité de ce qui nous a été infligé est un socle incontournable. Et en ce qui me concerne, c'est aussi un privilège de mon parcours. J'ai travaillé beaucoup en santé mentale toute ma vie, j'ai aussi fait tout un travail d'introspection. Et je dirais que j'ai probablement ce privilège aujourd'hui de ne plus redouter mes affects et mes émotions, y compris ceux qu'on considère comme problématiques. Parce qu'il y a quelque chose d'assez compliqué en Occident. Vous voyez, déjà, le fait de nommer des émotions comme positives et négatives, c'est pas très juste en fait. Ça se comprend parce que les émotions négatives, nous n'aimons pas les ressentir. Et c'est commun avec tous les mammifères. On a le même registre affectif de base que les autres mammifères. Et si par exemple vous mettez une électrode, à Dieu ne plaise, je déteste ce genre d'expérience, mais dans le cerveau d'un rat où il peut stimuler le circuit de la récompense, ben, en général il adore ça et il a de la peine à arrêter. Si vous mettez une électrode dans le centre de la colère ou de la tristesse, il ne touche pas à la pédale. D'accord ? Ce sont des affects que nous n'aimons pas ressentir. Maintenant, ce qu'il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre, j'aurais aimé apprendre ça à l'école ou plutôt dans ma vie, mais c'est qu'en fait, toutes les émotions sont des signaux qui nous informent du fait que certains besoins fondamentaux sont satisfaits, et à ce moment-là, c'est des émotions positives, ou en souffrance, et à ce moment-là, c'est des émotions négatives. Donc quand on a peur, c'est qu'il y a un danger ou une menace, on a un besoin de sécurité. Quand on est en colère, c'est qu'on a un besoin de justice ou d'intégrité. La colère, c'est la réponse à ce qui vient potentiellement toucher notre intégrité. On a le ressort de la colère pour sécuriser notre espace autour de nous. Et c'est souvent l'injustice qui déclenche la colère. Observez dans vos propres colères. Si vous grattez, c'est presque toujours l'injustice qui est à la base. La tristesse, c'est un besoin de proximité, de contact, de consolation. Et donc, en ce qui me concerne, depuis le début de cette crise, alors c'est vrai que je me suis mobilisé très vite parce que j'avais ce bagage en santé publique qui me permettait d'observer que tout ce qui était proposé était parfaitement contraire à toute la connaissance accumulée sur la gestion des pandémies. Je sais, je me débat encore aujourd'hui pour essayer de l'expliquer, mais quand vous prenez tous les plans pandémie de tous les pays, y compris de l'OMS, il y a 3 règles cardinales, c'est que vous laissez les médecins généralistes soigner, vous changez le moins possible le fonctionnement normal de la société, hein, et puis vous veillez à éviter d'imposer tout ce qui peut endommager la santé ou le moral des gens, et donc vous évitez à tout prix de les faire paniquer en donnant des informations qui sont justes, qui sont honnêtes, qui sont vérifiables, hein. Et vraiment, c'est passionnant parce que vous creusez la littérature, ça dit ça, vous laissez les médecins généralistes soigner et vous ne changez rien au fonctionnement de la société. C'est comme ça qu'on gère bien une épidémie. Et donc, depuis le mois de mars 2020, on nous raconte n'importe quoi. Et puis alors, pour moi, avec ce traumatisme professionnel, qui est que moi, je suis un homme de terrain, je fais de l'anthropologie appliquée, je travaille avec des populations depuis des années, mais il y a beaucoup de gens beaucoup plus prestigieux qui ont des positions beaucoup plus importantes ou qui, a priori, sont censés maîtriser cette matière beaucoup mieux que moi et qui tous cela sont coincés. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour monter au front et puis dire hey, stop, on est en train de délirer. Enfin, si, il y avait Christian Perron, il y avait Didier Raoult, et au début, c'était à peu près tout. Et après, Dieu merci, on s'est retrouvé à un certain nombre à prendre le relais. Et je salue toutes les personnes ici qui voilà, se sont aussi énormément mobilisées avec les prises de risques afférentes. Mais donc, là, moi, je me suis retrouvé au pied du mur.
Est-ce que je me la coince comme tout le monde? Mais, et ça non plus, on ne choisit pas, j'ai cette particularité que pour moi, ce n'est pas une option. La question s'est jamais posée. Je ne pouvais pas fermer ma gueule. Alors, il y a des gens, et je les en remercie, qui, comme ça, ils sont gentils, ils disent ah, c'est bien, bravo, vous avez été courageux. Machin. Mais non, c'est pas que j'ai été courageux, c'est que j'ai pas eu le choix. Moi, je ne peux pas me la coincer dans un truc pareil. Et d'autant plus quand je sais que ça va impacter négativement, créer de la souffrance, générer de la destruction. Vous voyez, il est exclu que je me taise par rapport à ça. Et tout en ayant vécu cette chose extraordinairement douloureuse pour moi, qui était déjà de voir qu'on disait n'importe quoi et le mensonge d'État est devenu le modèle par défaut, mais aussi qu'on était en train de créer la destruction de nos sociétés. Et ces temps-ci, j'échange avec pas mal de gens qui sont dans le commerce, qui sont dans la restauration, qui sont dans les PME. Je l'ai dit dès le mois de juin 2020, attention, on est en train de mettre en œuvre des mesures inefficaces, absurdes, contraires à la science, mais qui vont laminer les forces vives économiques du pays, les laminer. Et là, je vois les gens avec le couteau sous la gorge et l'appauvrissement. Vous savez qu'il y a presque 30% de la population qui ne mange plus à sa faim. Et tout ça, on l'a vu arriver. Et vraiment dans le syndrome de Cassandre, vous savez, cette princesse troyenne qui voyait la destruction de la cité se profiler, qui essayait d'avertir les autres Troyens, et les Troyens qui disaient t'es complotiste, tu délires, etc. Et donc avec ce renversement, et qui me donnera l'occasion de retendre la perche à Amandine, qui est qu'on est vraiment dans une inversion. C'est-à-dire que le média vert, la narration dominante est complètement délirante. L'idée qu'il faut porter un masque pour se protéger d'un virus, même en salle d'opération, c'est faux. En salle d'opération, le masque chirurgical sert à protéger contre les jets de liquide physiologique, le sang, la lymphe ou le pus. Mais contre les bactéries et les virus, ça n'a aucune utilité en salle d'opération. En plus, il est porté dans des conditions d'asepsie. Il y a une ventilation, il est mis de manière stérile, on le change toutes les 4 heures, etc. Donc en population générale, ça devient un bouillon de culture où les gens se surinfectent avec cette merde, excusez mon français, sur le visage. Et donc, vous voyez, on arrive... Alors, Martin Blachier, qui n'est pas exactement ma tasse de thé dans l'analyse, mais a eu une parole remarquable à un moment donné, on dirait aux gens de porter un pneu sur la tête qu'ils le feraient. Et j'ai repris récemment des images des parlementaires suisses au Conseil national derrière des clapiers en plexiglas. Donc chacun avait son petit clapier et ils étaient tous contents. On lutte contre le coronavirus. Mais vous voyez, on est vraiment dans de la folie furieuse et comme tout épisode délirant qui a perdu toute capacité de se rendre compte que c'est un délire, mais même de se poser la question. Et c'est là où je garde une dent contre les élus, pas vous bien sûr, contre les mauvais élus, contre les mauvais journalistes, contre les mauvais médecins, c'est le fait de ne même pas se poser les questions fondamentales. Mais en même temps, le fait d'éviter les questionnements est caractéristique des processus d'emprise. Donc vous voyez, on retombe sur beaucoup de choses qui ont à voir effectivement avec la psychopathologie, qui ont aussi à voir avec les dérives sectaires. C'est-à-dire qu'on est exactement dans la logique d'une dérive sectaire. Vous avez beau expliquer que le gourou, il tripote des gamines de 12 ans et il a 17 Rolls-Royce dans le garage, on dit, ah, personne, elle ne percute pas. Vous voyez, ça glisse dessus comme les plumes d'un canard. Et donc, nous qui avons gardé un semblant de raison, on est dans cette situation. Alors, heureusement que j'ai travaillé ma vulnérabilité à l'injustice, parce que c'est un truc qui me fait beaucoup réagir. Et si j'avais pas de bonnes expériences préalables, je crois que je serais devenu fou furieux. C'est tellement injuste, c'est tellement méchant, c'est tellement malveillant, c'est obscène. Le traitement réservé aux professionnels suspendus, c'est d'une obscénité totale. Priver des gens de tout moyen de subsistance, et après vous avez des hordes de... Il faut que j'évite les gros mots. Qui ont osé dire que non, mais pour des raisons scientifiques et pour des raisons éthiques, il fallait maintenir la suspension des... Mais on est dans l'horreur absolue. On est dans l'horreur absolue. Et l'horreur au carré. Parce que non seulement il y a l'horreur en soi,
Mais il y a de surcroît cette prétention de faire croire que c'est juste et que c'est eux qui ont tort. Voyez? Alors heureusement, j'avais lu en mars-avril 2020, j'avais relu L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, qui est un monument de la littérature. Évidemment, c'est le genre de bouquin, on se dit pas chic, je vais relire L'archipel du Goulag. Vous savez que vous allez vous confronter à des choses qui ne sont pas tout à fait roses. Mais en même temps, Solzhenitsyn met tellement d'intelligence, d'esprit, de spiritualité, d'humour, que ça en devient jubilatoire. C'est tellement humain, intelligent et vivant, vous voyez, ce que vous pouvez voir décrites des choses abominables, mais en même temps, vous êtes nourri de l'intérieur et aussi par le fait de ne pas esquiver la relation à ce qui est aussi épouvantable. Et donc, voilà, nous sommes dans cette inversion extraordinaire où on nous fait passer pour des délirants ou des fous, tout en imposant des choses qui sont monstrueusement destructrices et perverses, et en faisant croire que c'est ça la normalité. Alors Amandine, j'ai envie de te dire, comment est-ce qu'on se dépatouille dans une situation comme celle-là? Merci Jean-Dominique. Alors tu décris tellement de choses sur, les biais cognitifs, la pression, au groupe, alors je vais essayer de faire un peu quelque chose autour de ça. Tu as décrit l'écosystème, on va dire, des humains. Chez les psychologues, on classe ça dans une espèce de courbe de Gauss, c'est comment on répartit, la population et on va dire qu'il y a une petite tranche qui sera toujours, un petit pourcentage de psychopathes. Alors contrairement à la mode qu'il y a eu sur les pervers narcissiques, rassurez-vous, il n'y a pas autant de pervers narcissiques, c'était une appellation, c'est pas parce qu'on a des comportements des fois pervers ou des fois narcissiques qu'on appartient à une catégorie, donc ça on pourra y revenir. Donc par contre, il y a effectivement des gens qui ne respectent pas les règles du vivre ensemble et c'est pour ça qu'il existe les prisons. Donc on a des psychopathes, on a des sociopathes et ils seront toujours qu'un faible pourcentage, heureusement. À l'autre côté, vous avez des gens qui sont tombés dans la marmite de la résistance, qui n'ont pas le choix, qui sont des graines qui pousseraient dans le goudron. D'après ce que j'ai compris, tu serais dans maintenant quand tu étais petit. Voilà. Ou alors, comme tu dis, il y a une partie qui serait pas, qui serait pas kinée, qui serait peut-être acquise, parce qu'en plus, tu as traversé des choses dans ta vie, a suffisamment d'écart pour pouvoir les intégrer et qui serait comme une dose homéopathique de trauma qui fait que tu as eu le temps de te les approprier, de les amortir, c'est-à-dire refaire ensuite une sécurité extérieure et une nourriture avec des mots pour pouvoir tenir bon. Et au milieu de ces gens-là, donc qui sont un peu radicaux des deux bords, qu'on ne changera pas même sous la torture, on va dire, il y a la masse, on va dire, dont des fois nous faisons partie sur certains sujets. C'est pas parce que vous êtes résistant sur un sujet que vous avez compris le film pour un autre. Et donc vous vous retrouvez déjà sensible à vous, pas trouver les mots ou avoir trop d'impact en ce moment, parce qu'en ce moment avec la fiche de poste du boulot, la fiche de poste de la mère de famille, ça fait beaucoup, j'ai pas eu le temps de réfléchir. On peut être amené à suivre voilà, un courant ou quelque chose qui a été un peu éduqué par la doxa, la propagande. Donc on s'est retrouvé à faire des choses qu'on n'avait pas eu le temps de réfléchir en amont. Et ensuite, il y a la pression groupale. Donc il y a beaucoup de psychologues qui ont étudié ça, Germaine de Moulin, enfin, et qui vous font expérimenter qu'en situation groupale, bah, vous-même, vous avez pu dire des choses ou pas arrêter certaines choses qui se disaient, ou même adopter des comportements. Je vous en prends un tout bête. Depuis quelques années, on nous a plus ou moins fait comprendre qu'il fallait se changer tous les jours. Eh ben, peut-être qu'enfant, on pouvait remettre le t-shirt le lendemain ou remettre, c'était des choses qui n'étaient pas si évidentes. Donc vous voyez bien qu'on a été traversé. Je crois qu'aujourd'hui, on boit du lait, c'est très américain. Donc tout ça, ça a été amené par les techniques de manipulation, des gens qui voulaient nous faire acheter certaines choses. Les femmes qui fument, maintenant vous êtes au courant d'où ça vient. Voilà. Ensuite, étudier effectivement les discours de résistants dont tu parlais, qu'est-ce qui est essentiel pour pouvoir ensuite se les réapproprier et pouvoir voilà, organiser comment on va se faire une hygiène minimum de résistance. C'est-à-dire comment on va pouvoir automatiser ces processus de résistance pour plus avoir à y penser. Parce que c'est pas quand on va réarriver une vague, vous avez compris, le totalitarisme ça arrive par vague, qu'on va pouvoir avoir toute notre tête on va dire, prête à réinventer une créativité, etc. Alors, qu'est-ce que c'est une épreuve? Puisque là, on traverse régulièrement des épreuves. Ça vient du XIIe siècle, ça vient du verbe éprouver, c'est-à-dire tester la résistance de quelqu'un.
qu'effectivement, quand on traverse une épreuve, on est amené à tester les choses qu'on croyait, par exemple, sur soi. Donc, en psychologie, moi, j'ai pu entendre des choses. Voilà, on étudiait évidemment ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale en disant, mais c'est quoi ce peuple? Et j'avais des collègues effectivement qui pensaient que c'était un peuple de personnes qui n'étaient pas fichues comme nous et qui peut-être étaient dans une zone confortable de penser que ça ne pouvait pas leur arriver. Et pour avoir voilà, écouté un peu les discours dans ma famille ou de mes patients, je me doutais bien, enfin de mes collègues, je me doutais bien que c'était sûrement des gens, on va dire, comme nous. Donc qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait être amené, sous la pression du groupe ou de nous-mêmes, à se retrouver dans une situation particulière? Donc je suis d'accord avec Jean-Dominique, il faut quand même avoir vécu un minimum de choses traumatisantes pour pouvoir avoir récupéré sa propre souveraineté intérieure, une espèce de verticalité, ou peut-être avoir signé avec soi un certain contrat, un pacte à ne pas, comment dire, s'affaisser psychiquement, des choses sur lesquelles on est sûr qu'on ne peut pas descendre. Quand on en arrive à se regarder comme ça, avec ses faiblesses, c'est vrai que par rapport à mon groupe, j'oserais peut-être pas dire ça, ou peut-être pas à cet endroit, ou au contraire, ça, par contre, je suis sûre que je descendrai pas en dessous, mon seuil plancher. Il y a quelque chose d'une liberté qu'on acquiert. Donc c'est sûr que quand on a déjà vécu un burn-out dans son boulot, des parents traumatisants, ou une rupture voilà, amicale ou sentimentale, qu'on sait jusqu'où ça nous a amené. Par exemple, j'ai réussi à le quitter sans l'insulter. J'ai réussi à partir de ce boulot sans, je sais pas, en faisant le pot d'adieu alors que j'avais envie, je ne sais pas quoi. On sait le prix de nos vraies valeurs. C'est-à-dire, on fait la différence entre le soi et le moi. Le soi, c'est ce qu'on est vraiment. Et le moi, c'est ce qu'on croit qu'on sait sur nous. C'est-à-dire, c'est notre ego. Et on a beaucoup de personnes qui disent, mais moi, je ne serais pas une mauvaise personne. Parce qu'en fait, ils n'ont pas fait l'épreuve de la vie. Ils ne se sont pas passés au tamis du pied du mur, du traumatisme ou bah, du groupe qui fait quelque chose qu'on ne va pas cautionner. Le groupe dont je fais partie, ils sont allés embêter le lunetteux dans la classe de récréation. Est-ce que j'ai pu dire stop? Est-ce que j'ai pu ne pas y aller? Et bon, on voit donc quand même chez pas mal de résistants qu'ils étaient déjà pas dans le groupe. En fait, comme Milgram nous le fait signaler, donc pour vous rappeler, Milgram, c'est le psychologue qui a fait croire à un pauvre témoin, enfin, un pauvre sujet d'expérience qui donnait des chocs électriques à quelqu'un, et que donc sous l'autorité d'un savant qui avait une blouse. Et bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que personne n'a dit non, je ne donne pas des chocs électriques à quelqu'un pour lui apprendre une liste de mots. C'est absurde. Donc j'espère qu'avec ces expériences des psychologues sociaux, maintenant, nous avons tous décidé que nous ne vérifierons pas les passes des copains, pardon, que nous ne donnerons pas des chocs électriques à une personne, encore moins par le biais d'une expérience, etc. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose, on sait qu'on a des biais cognitifs, on sait qu'on est voilà, manipulable, on sait qu'on peut être facilement sous emprise. L'emprise, c'est une différence avec la séduction, c'est vraiment une manipulation. Comment je peux me rappeler si je suis bien, voilà, par exemple, il y a une ligne directrice, est-ce que je suis bien toujours en train de faire ce que je suis en train de faire? Je participe à une expérience, il me demande de donner des chocs électriques, est-ce que je suis bien toujours en train de juste participer à une expérience ou est-ce que je ne vais pas salir mon âme et que du coup, je m'en remettrai jamais? Parce que face, par exemple, à l'impuissance qu'on vit dans ces périodes difficiles, on a quelque chose où on aimerait participer et faire. Or, des fois, il faut rien faire pour éviter d'être attrapé à faire quelque chose qu'on regretterait. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui ont suivi le groupe, qui ont fait des choses qui ne se pardonneront jamais. Et c'est-à-dire que demain, c'est peut-être eux qui décideront de mettre un terme à même leur vie, parce qu'elle ne rimera plus à rien. Donc, il vaut mieux avoir comment dire, un écart à la loi, comme on appelle ça, ou quelque chose où on dit bah, je fais plus partie du groupe, désolé, je descends. Bah, votre jeu, visiblement, je fais plus partie de la partie, et au moins on s'appartient, on se ressemble. Il vaut mieux avoir donc des regrets plutôt avoir fait quelque chose que finalement on se reprochera toute notre vie. Aujourd'hui, je crois que c'est ça, être résistant, bien regarder si on est toujours en train de faire des choses qu'on cautionnera à moyen ou long terme. On a des personnes aujourd'hui qui, pour soulager leur angoisse à court terme, ce qui est quelque chose quand même qu'on souhaite tous, se sont mis le doigt dans l'engrenage de quelque chose qu'ils vont se reprocher pour toujours. C'est pas forcément que la vaccination, c'est aussi des petites choses du quotidien,
Est-ce qu'on est sorti pendant cette période-là, des choses vraiment où on aura du mal à se regarder peut-être encore en face, quoi. Donc ça, ouais, je dirais que c'est ça le plus terrible, quoi, de pouvoir, est-ce que je peux encore me regarder en face ou pas? Merci. Alors nous sommes en Haute-Savoie, un territoire occupé par la France depuis un certain temps. Et donc on partage des racines montagnardes communes. Parmi les nombreuses formations que j'ai faites dans ma vie, j'ai un monitorat d'état de ski, l'équivalent en Suisse. Et alors ça m'a valu évidemment des railleries sur les réseaux sociaux. Oh, 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 il est prof de ski. Mais je considère à bien des égards que ma formation de moniteur de ski a été la plus rigoureuse que j'ai faite de ma vie. J'ai des diplômes universitaires de premier et deuxième cycle, hein, mais à l'université, si vous faites le perroquet avec n'importe quel prof en répétant ce qu'il a envie d'entendre, vous êtes sûr d'avoir votre diplôme. Même si ce qu'il professe est complètement con et sera démenti par la réalité des faits quelques années ou quelques décennies plus tard. Mais quand vous faites votre monitorat d'état de ski, si vous n'avez pas la forme technique parfaite, vous n'avez pas votre diplôme. Il ne suffit pas d'être un bon ou un très bon skieur. Vous devez être un excellent skieur. Et ça ne pardonne pas. Il n'y a pas de triche. Vous êtes face à la montagne. Vous êtes dans ce milieu qui vous dépasse complètement. Dans certaines situations, une erreur peut être fatale. Et la pire erreur qu'on puisse commettre en montagne et en haute montagne, c'est de se croire plus grand ou plus invulnérable qu'on est en réalité. Et au fond, pour moi, la montagne a été une extraordinaire école de vie, aussi dans l'intégration de la vulnérabilité, c'est-à-dire comme un donné dont il est impératif de tenir compte, parce que toute erreur par rapport à ça peut avoir des conséquences extrêmes. Et donc, c'est intéressant parce qu'on le voit aussi avec les sportifs ou avec les sportifs de haut niveau, ils ne peuvent pas se raconter des histoires. Et on voit effectivement des gens comme Djokovic, qui en plus a le privilège de ne pas être vacciné, donc c'est quand même un avantage sur les autres, hein. Mais les Nadal, les Federer, les Djokovic, pourquoi est-ce qu'ils ont pu durer aussi longtemps, aussi haut niveau? C'est parce qu'ils se connaissent parfaitement et qu'ils savent jusqu'où ils peuvent tirer pour se faire du bien et se vitaliser, et où il faut arrêter, parce que s'ils continuent à tirer, ils vont se mettre en difficulté ou en danger. Donc la montagne, pour moi, et je travaillais plusieurs saisons comme prof de ski, avec de surcroît cette particularité, ça ne fera pas plaisir aux syndicalistes ou aux gens de gauche, qu'on prenait aucun jour de congé de toute la saison. Donc du 15 novembre au 30 avril, on était sur les lattes tous les jours, quel que soit le temps. Et alors le pire pour un prof de ski, c'est la pluie. Le brouillard, le vent, le froid, ça va, mais la pluie. Et quand vous avez des leçons un jour de pluie et que vous avez 6 leçons à la suite d'une heure, et que les clients ils viennent prennent leur leçon d'une heure sous la pluie, après ils retournent aux choses se sécher, et que vous êtes à la 5e ou à la 6e heure et que vous êtes trempé jusqu'au bout des chaussettes, eh bien vous continuez. Et au fond, il y a eu quelque chose pour moi d'extraordinairement formateur dans le fait de s'ajuster à l'adversité et puis d'apprendre au fond à apprécier tout ce que la montagne nous offre. Donc c'est vrai que quand tout d'un coup il fait -25, les doigts de pied au fond des chaussures de ski, elles commencent quand même à dire hey, pas terrible ce temps-là. Quand tout d'un coup il fait super chaud au mois d'avril, bon bah. Mais voyez, vous vous ajustez en permanence. Et donc, pour moi, euh, il y a quelque chose à trouver dans l'opposition et la résistance, avec de surcroît cette fine pointe que c'est bien de s'opposer, c'est bien de résister, mais on sait tous qu'il y a aussi le risque qu'on se braque, qu'on devienne obsessionnel, qu'on nourrisse de l'amertume, qu'on néglige des plages de ressourcement dans nos vies. Donc, c'est vrai que quand cette histoire est arrivée, dans un premier temps, mon obsession, et ça l'a été pendant un certain temps, ça a été de donner de l'intelligibilité aux choses, rappeler ces principes de santé publique qui font, je vous donne quand même une info au cas où vous l'ignoriez, mais donc on sait aujourd'hui de manière certaine que le SARS-CoV-2 a circulé au moins depuis le mois de mars 2019 dans nos pays.
On a des relevés d'eau usée, des tests de sérologie dans différents pays qui font qu'on sait qu'ils circulaient déjà bien avant le début de l'année 2020. Or, est-ce qu'on a vu une terrible pandémie à l'été 2019, à l'automne 2019, en novembre 2019? Non. La terrible pandémie, plutôt la casse réelle qu'il y a eu avec le SARS-CoV, a commencé au moment où on a interdit aux médecins de soigner et où on a confiné la population. Et on sait depuis toujours que si vous confinez une population dans laquelle un virus a circulé, vous faites exploser les cas graves parce que les gens se surinfectent à domicile au contact des gens qui sont contagieux. Ça fait 50 ans qu'on le sait, notamment à partir des études de la rougeole en Afrique de l'Ouest. Donc, vous voyez, on a provoqué en fait ce choc épidémique qui, au demeurant, est resté relativement modique, mais qui a quand même généré une certaine casse, alors que tant qu'on n'a rien fait, on laisse la société vivre le plus normalement possible, on laisse les médecins généralistes soigner, il n'y a pas eu de dommages. Donc voilà, tout ça, ça m'a tenu extrêmement à cœur de le faire connaître. Dans un deuxième temps, je me suis intéressé justement à tout l'aspect de psychopathologie et de psychologie sociale. Qu'est-ce que c'est que cette dérive totalitaire? Et moi, je l'avais en fait repéré, je te relancerai là-dessus dans un moment, par le fait que des gens avec qui j'avais collaboré dans les systèmes de santé, des experts en santé publique comme moi, avec qui je croyais avoir une bonne relation, avec qui je croyais avoir une estime réciproque, non seulement se sont montrés capables de soutenir des mesures qui étaient indéfendables, euh, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan de l'abus vis-à-vis de la population. Vous voyez, il y a 3 règles en santé publique. Vous n'imposez rien qui ne soit pas absolument nécessaire, qui soit efficace à coup sûr et de la manière la plus limitée possible, en étant le plus honnête possible dans la communication. Ça, quand même, on l'a tous appris. Il y a eu l'antécédent du VIH et on a vu la santé et la médecine tenir très bon sur les repères. Souvenez-vous, Jean-Marie Le Pen demandait qu'on mette dans des sanatoriums les sidéens et qu'on leur fasse porter un badge pour les identifier. La santé a tenu. Et qu'est-ce qui fait que ces mêmes personnes qui s'étaient montrées courageuses et fermes à l'époque du VIH, tout d'un coup se mettaient à cautionner tout et n'importe quoi? Et de surcroît, à me calomnier, alors peu importe ma petite personne, quand vous avez quelqu'un dont vous pensez que vous avez une estime réciproque et qui dit ouais, il est complètement complotiste, il est dangereux, il faut l'interdire, machin truc, ok, il se passe quoi là? Et donc ce que j'ai vu en fait, c'est que plein de gens qui sont relativement conformes devenaient capables de se comporter comme des sales types. Et ça, évidemment qu'il y a un antécédent. Alors, on connaît tous comment il s'appelle ce principe-là où on fait toujours référence au nazisme. Il a un nom. Point Goldwyn? Oui, plein Godwin, merci. Donc ça, évidemment, c'est une objection qu'on nous oppose souvent. Ah oui, ça y est, Ouais. vous recommencez avec la comparaison avec le nazisme. Mais moi, en tant qu'anthropologue, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est isomorphe, ce qui a la même forme, pas forcément la même gravité. On n'est pas encore dans l'équivalent de la Shoah, on s'entend bien. Mais en même temps, quand on prend les échelles, par exemple, de génocide, de processus génocidaire, on voit qu'on a coché à certains moments 8 items sur 10. Donc il manquait que la déportation et l'extermination. Et dans les discours sociaux sur certains plateaux télé, on l'a entendu. Donc d'accord, c'est qu'on était déjà très loin dans cette direction. Et donc on a tous ce référentiel historique en lien bien sûr avec la Deuxième Guerre. Qu'est-ce qui fait que des gens normaux, des braves gens a priori, bon, si tant est que ça existe, tu nous éclaireras sur le plan du psychisme, est-ce que le névrosé, donc la personne normale, est un brave type? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui faisait que les braves gens, tout d'un coup, pouvaient se comporter comme des sales types en donnant l'impression de n'avoir aucun frein par rapport à ça et surtout aucune boucle de rétroaction? Parce que on a notre système de valeurs et cette magnifique ressource de la culpabilité. La culpabilité, il y a beaucoup de gens, c'est marrant, c'est comme les journalistes, vous voyez, ils ont été hyper mauvais, mais ils se sont trouvés magnifiques, géniaux, admirables. C'est assez caractéristique. Les gens bien, ils n'arrêtent pas de douter d'eux-mêmes, ils souffrent du complexe de l'imposteur, ils se demandent si finalement ils ne sont pas mauvais. Puis les imbéciles, eux, ils sont convaincus qu'ils sont juste brillantissimes. Ouais. Et donc, là, on a eu oui, cette désactivation de la culpabilité
Alors, j'ai travaillé aussi comme thérapeute pendant quelques années, et c'est vrai que je recevais pas mal de gens qui avaient comme caractéristique de beaucoup culpabiliser et même de trop culpabiliser. Et plutôt que de dire ah ouais, c'est un problème, il faudrait culpabiliser moins, j'essayais plutôt de leur dire mais c'est génial. La culpabilité, c'est magnifique. C'est ce qui nous permet d'observer qu'on est en train de se comporter d'une manière contraire à nos valeurs profondes. Et là, on se sent coupable. C'est beau. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser à outrance. Mais la culpabilisation, la culpabilité, c'est un ressort de vie absolument magnifique. Et là, ce qu'on voyait, c'est que tout d'un coup, plein de gens avaient perdu ce rapport, cette ressource de culpabiliser, alors même qu'ils étaient en train de participer, de manière plus ou moins intense, plus ou moins directe ou indirecte, à quelque chose de destructeur. Et puis, alors là, Ariane Biran et Amandine m'ont aidé évidemment à comprendre ça, aussi les terribles conflits de loyauté dans lesquels étaient mis les gens, tout un chacun, mais en particulier les parents. Et moi, j'ai vécu ça. Ma fille âgée de 13 ans à l'époque devait porter à journée longue ce putain de masque, hein, et j'étais mais vert avec ça. Et puis, vous avez plein de questions. Est-ce que je la retire? Est-ce que je peux la retirer? Quel est le coût pour elle de perdre les relations avec ses copains et copines? Quelle est la dureté du système scolaire? Est-ce que quand on le met sous le nez, ils font comme Attali, ah non, 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 il faut le remonter? Ou bien est-ce qu'ils laissent le môme respirer parce que de toute manière, ça ne change rien? Et là, on a vu tous ces mécanismes terribles, terribles d'ingénierie sociale. Donc ça a été la relance de ma motivation à continuer à procurer de l'intelligibilité, de pouvoir décoder ça. Puis là, je suis encore dans une autre phase, qui est le fait de voir qu'il y a effectivement une opération criminelle à l'échelle mondiale qui est préparée depuis très longtemps, depuis des décennies, qui s'est déjà mise en place progressivement à travers un certain nombre d'événements préalables. Et puis, et je te relance sur ces questions-là tout de suite, Amandine, avec toujours le même motif, qui est que ceux qui sont à la manœuvre, donc des Klaus Schwab, des Jacques Attali, des Yuval Harari, des Bill Gates, disent ouvertement ce qu'ils ont à l'esprit. Ils le disent. Hein. Attali le dit, on va dans une société où il y aura quelques personnes hyper privilégiées qui jouiront de tout, une immense masse qui sera en train de crever la misère et qui sera prêt à s'entretuer pour ne pas mourir de faim, et puis une petite classe moyenne qui regardera les aisés avec envie et qui aura peur de tomber chez les pauvres. Je veux dire, ce type dit ça devant les caméras. On l'entend. Ça devrait allumer tous les systèmes d'alarme. Ça devrait tous nous faire prendre les fourches pour débarquer dans les lieux du pouvoir. Et puis rien. Et quand vous soulignez, on vous fait passer, vous, comme étant quelqu'un soit qui affabule, soit qui est dangereux pour la collectivité. Et donc, on est face à cette réalité de l'adversité. Moi, j'ai un avantage à ce stade de mon parcours, c'est que l'adversité me stimule. Là, le côté montagnard ressort. S'ils croient qu'on va se décourager avant eux, vous voyez, je ne veux à aucun prix leur donner raison. Je tiendrai tête jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est comme ça, accessoirement, que les Suisses montagnards ont cassé la gueule à l'Empire romain germanique, parce qu'ils ne voulaient pas que l'empereur envoie des juges chez eux. Ils voulaient pouvoir juger les choses de la communauté entre eux-mêmes. Et quand même, 3 cantons de montagne sur un territoire grand comme 4 fois votre commune ont réussi à foutre une trempe à l'empereur et à voilà, s'organiser comme il le souhaitait. Donc chez moi, il y a quelque chose qui, vous voyez, qui non seulement ne cédera pas, mais se réjouit presque de me montrer encore plus entêté qu'eux. Ça te dit quelque chose, Benoît? Mais oui, mais oui. Et là apparaît un autre motif, c'est qu'il y a dans ce que nous vivons une grande aventure. Moi, j'ai souvent partagé ça. Mes grands-parents maternels ont caché des juifs pendant la guerre, en zone occupée. Mon grand-père se relevait la nuit pour faire des faux papiers d'identité. Ma tante, âgée de 19 ans, a traversé un barrage nazi avec une jeune fille de 16 ans qu'elle faisait passer pour sa cousine, qui était une juive. Ok. Mon grand-père, qui avait perdu la main dans des opérations de déminage pendant la Première Guerre mondiale,
se relevait la nuit pour déminer les mines allemandes avec la seule main qui lui restait. Et j'ai retrouvé les archives, c'était dans le maquis de Bergerac. La Gestapo et la milice faisaient des rafles, il y avait des tortures, il y avait des fusillades, il y avait des déportations. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne se discutait pas. Ça ne se discute pas. Quand on est face à l'essentiel, quand on est face au sacré, au fait de préserver le sacré, c'est qu'il y a une valeur de dignité infinie en chacun, qu'on ne peut pas piétiner, qu'il ne faut pas violer et violenter. Il y a quelque chose d'irréductible. Il paraît que les irréductibles gaulois, ça emmerde le pouvoir. Mais je crois que c'est vraiment notre ressource. C'est le fait de dire, là, il y a quelque chose qu'on lâchera jamais. Parce que si on lâche à cet endroit-là, on entre dans ce qu'Amandine décrivait. Et d'ailleurs, dans tous les processus mafieux, comment est-ce qu'on embrigade les gens? On leur fait commettre ou participer à un crime. Et c'est là où on en est aujourd'hui. La majorité des députés et des sénateurs ont participé à un crime. La majorité des médecins ont participé à un crime. La majorité des enseignants ont participé à un crime. La majorité des juges ont participé à des crimes. Les forces de l'ordre ont participé à des crimes. Et ils sont tenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la ressource de la culpabilité. Et donc, la mauvaise conscience naturelle qu'ils devraient avoir par rapport à ce qu'ils vivent, ils l'ont refoulée et ils la retournent en agressivité contre tous ceux qui cherchent à faire reconnaître la vérité. Et là, c'est évident qu'on est dans une position inconfortable. Alors, en ce qui me concerne, avec malgré tout une certaine confiance, c'est un collègue à moi, Bugnolo, qui est aussi franciscain, qui a dit ça très tôt. Il a dit, mais il va y avoir des centaines de millions de morts. Et le jour où la population se rendra compte qu'on lui a menti, qu'on l'a manipulé, qu'on l'a exposé à quelque chose de dangereux ou de mortel, qu'ils auront perdu des proches, et à un moment donné, vous n'avez plus rien à perdre. Et là, les gens dont on parle vont se faire lyncher. Ils vont se faire détruire. Alors, je ne le souhaite pas, entendez-moi bien, je ne suis pas dans un esprit de revanche, mais il y a quelque chose de mécanique dans ce genre de réalité. Vous ne pouvez pas tenir un mensonge de cette envergure au-delà d'un certain temps. Évidemment que ceux qui sont au pouvoir, qui sont des vrais sociopathes, tu nous diras de quel profil ils relèvent, fantasment qu'ils vont pouvoir tout contrôler. Mais ça ne peut que leur échapper. L'usage du cash a recommencé à croître en Angleterre. Tous les pays où ils ont voulu le supprimer pour passer à la monnaie numérique entièrement contrôlable, c'est un échec. Je veux dire, vous pouvez entuber les gens un certain temps, d'un certain nombre de manières, mais il y a toujours un moment où ça se casse. Évidemment, ce qui est préoccupant, c'est qu'on est allé tellement loin que de toute manière, il y aura des soubresauts extrêmement violents. En ce qui me concerne, je sais aussi que ça ne sert à rien de s'agiter plus que ça avant que la situation soit mûre sur le plan collectif. Et quand elle sera mûre, notre travail sera probablement d'ailleurs beaucoup plus de pacifier les choses que de mettre l'huile sur le feu. Voyez? Parce qu'après, il faudra aussi faire comprendre, et tiens, je vais quand même finir par te passer la parole, excuse-moi. Quand je suis parti, ça me passionne. Donc. Mais parce qu'il y a une vraie question qui se pose, vous voyez. Les pervers, les sociopathes et les psychopathes, enfin les paranoïaques pour être précis, eux, ils s'en donnent à cœur joie. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont colonisé toutes les positions de pouvoir. On a créé un système toxique. Tu as rappelé le management toxique qui s'est imposé dans les années 80 sous prétexte du New Public Management, mais qui, comme Johan Chapoutot l'a magnifiquement montré, était en fait très inspiré de l'idéologie nazie. C'est-à-dire qu'il y a un système de surveillance et de notification en permanence sur tout qui est devenu très déshumain et très déshumanisé, et seuls des gens qui avaient des profils pervers et obsessionnels pouvaient se sentir comme un poisson dans l'eau avec des conneries pareilles. Moi, j'ai fait énormément de supervision d'équipe et j'ai vu que tous les gens, des professionnels intègres, avec de la conscience, avec de l'expérience, avec de l'humanité, étaient en souffrance avec ces nouveaux modèles managériaux. Et donc, ça a créé un écrémage où les plus toxiques sont arrivés aux commandes. Et pour ceux qui connaissent le profil de manipulateur pervers, c'est assez flippant. Parce qu'aujourd'hui, de quelque direction que vous regardiez, les médecins de plateau, les ministres, les gens en vue, le garde des Sceaux, le machin, vous ne voyez que ça. Et dès qu'il y a une nouvelle tête qui apparaît, on dit ah, peut-être que lui, il n'est pas comme ça, boum, il est comme ça. Donc il y a vraiment une captation par
ces gens qui sont dans une logique malfaisante et malveillante. On sait aussi qu'il y a d'énormes problèmes de consommation de psychotropes à la tête de l'État français. Il y a des énormes problèmes de déviance sexuelle, les soirées chemsex. Il y a un énorme problème de pédocriminalité qui est extraordinairement couverte. Et on n'arrête pas, là encore, c'est visible à l'œil nu. Vous voyez comme moi toutes ces peines données par des juges à des gens qui ont fait des attouchements, qui ont violé, qui ont fait des trucs et qui sont relaxés ou qui ont du sursis. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et on a les témoignages qui sortent. Donc on est aujourd'hui dans quelque chose, je dirais que nos sociétés ont été prises en otage par de la perversité oui, cette folie qui est difficile à penser tellement elle est éloignée de nous. Et donc, nous, notre responsabilité par rapport à ça, c'est de rappeler la normalité, c'est de rappeler le vrai, et puis de faire le disque rayé. C'est une autre technique en technologie, dans les thérapies cognitivo-comportementales, c'est que même si les autres n'écoutent pas, vous redites, vous redites, vous redites, vous redites, vous redites, vous redites. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, hein? Mais en acceptant aussi la frustration de ne pas avoir pour l'instant de levier agissant, et puis en comprenant aussi que notre santé à nous dépend de nos relations. C'est ce que nous faisons vivre entre nous. Et je terminerai vraiment avec ça. Moi qui ai travaillé longtemps en psychiatrie, vous voyez, c'est très intéressant parce que alors, la psychiatrie, déjà, elle est très fausse sur le plan scientifique, elle est très abusive dans ses pratiques. Il y a aussi des bonnes choses, mais enfin bon, on est quand même loin du compte. Et puis, vous voyez, dans la vision moderne de l'être humain, on considère que le summum bonum, c'est d'être autonome. Vous avez réussi votre vie quand vous êtes autonome. Et donc, vous avez des psychiatres et des infirmiers qui expliquent à ces malheureux patients psychiatriques que ça serait quand même bien qu'ils soient autonomes. Mais moi, ce que j'ai souvent dit aux psychiatres, imaginez 2 secondes. Vous arrivez demain dans votre milieu de travail, où tous les jours, vous arrivez, vous parlez aux collègues, on vous dit bonjour docteur, on vous écoute comme quelqu'un de bien. Et puis, au moment où vous arrivez dans votre pavillon, vous voyez que tout le monde vous évite. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un peu bizarre. Et tout d'un coup, vous sentez qu'il y a vraiment un malaise. Puis là, votre directeur, votre chef de clinique, il vous convoque et il vous dit, écoute, je suis vraiment emmerdé, je ne sais pas tellement comment te le dire, mais il y a des rumeurs qui circulent par rapport à certains comportements que tu aurais vis-à-vis du sexe opposé. Oh, il n'y a rien vraiment il n'y a pas d'accusation, mais quand même, tu sais. Et puis aujourd'hui, avec l'époque qu'on vit, MeToo, machin truc, écoute, ça serait peut-être bien que tu restes quelques jours chez toi. Le mec, ok, bon, il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il raconte à sa femme, hein? Puis 2 ou 3 jours après, il retourne au travail, même chose, ses collègues l'évitent. Le directeur leur convoque et il dit ouais écoute voilà je suis vraiment désolé mais tu tombes mal, je suis sûr que c'est injuste mais écoute voilà il y a des ragots qui semble-t-il ont été confirmés donc plutôt que d'avoir une procédure qui risque de te porter ombrage je te suggère de mettre ta démission, tu pourras sans doute trouver une place ailleurs, comme ça on fait pas de vagues, etc. Et le mec il rentre chez lui. Comment est-ce qu'il va payer le leasing de la bagnole, l'école privée des enfants? Et puis le travail où tous les jours on a ces relations un peu informelles avec les autres, c'est très soutenant. Vous voyez, et à travers cette petite histoire, j'expliquais au type que ce qui lui permet de se sentir autonome, c'est toutes les interdépendances dans lesquelles il est. Mais que si vous retirez ces interdépendances bienfaisantes, aucun d'entre nous n'a la ressource d'être autonome, c'est pas vrai. Aucun d'entre nous. Okay? Nous sommes autonomes, nous sommes capables d'homéostasie psychique et de santé parce que nous sommes en lien les uns avec les autres et parce que nous partageons ce que nous partageons. Et on le sait, ce qu'on vit entre nous dans la résistance, entre guillemets, a vraiment quelque chose de magnifique, hein, dans cet accord immédiat. Je suis arrivé ici, il y a des gens qui m'ont pris dans leurs bras. Hein. Je vous ai vu souvent, vous êtes là. Et oui, et oui, et je vous remercie. Parce que moi, j'aurais absolument pas pu faire le 10e de l'activité que j'ai déployée si j'avais pas été aussi soutenu, encouragé, apprécié, valorisé par des personnes qui me disaient mais c'est bien, ça aide, continuez, lâchez pas. Vous voyez, on est tous vraiment dans la même galère. Hein. Et là, on vit quelque chose qui est très nourrissant.
aussi par rapport à ce qu'était le monde d'avant. Alors Michel Maffezoli, le grand sociologue, parle que l'avenir, c'est le communautaire. Voilà. Alors, je ne t'ai pas oublié, mais j'avais envie de te relancer, oui, sur cette question de la psychopathologie et comment est-ce que Ariane Biran parle de la paranoïa comme une contagion. Oui, bah écoute, moi je suis comme une petite tortue, j'arrive. Tu as vraiment abordé des sujets où il faudrait tout le temps expliquer les biais qu'il y a derrière. Tu as abordé les sujets de la peur, les biais motivationnels qui participaient du fait que certaines peuvent collaborer, parce que c'est bien le terme, collaborer à quelque chose, et qui a été utilisé par le terme collabo à Seconde Guerre, mais qui veut aussi dire collaborer à quelque chose dont on sait déjà que c'est mauvais. Alors que sinon, collaborer à une réunion, c'est pas... Donc les biais motivationnels qui sont sous-tendus par la peur. J'avais peur du Covid, je me suis fait vacciner, et maintenant, tu n'as pas peur des effets secondaires. Donc on peut ouvrir une discussion en reprenant le même biais que utilisent les personnes qui ont manipulé les foules. Ensuite, peut-être on pourrait, puisque moi mon idée c'est de vous redonner des armes, un vocabulaire puissant pour pouvoir vous retrouver face à une nouvelle vague. C'est-à-dire qu'un enfant, depuis qu'il est né, et nous sommes des enfants, enfin nous avons un enfant intérieur et nous sommes des anciens enfants qui avons été traumatisés par différentes choses. Qu'est-ce qu'il a besoin? C'est comme dans le ventre, une enveloppe, une protection, de la sécurité de sa famille, de son couple, de son boulot, de son CDI, et de la nourriture. L'affection, du vocabulaire, tu as dit, le début de la pandémie, pourquoi on s'est accroché tant à ces figures qui avaient trouvé les mots avant nous, des mots stables. C'est des engrammes tellement puissants, puisque ça nous suit depuis le début qu'on est né, même avant, hein, qu'on nous vend des crèmes grâce à ça. C'est-à-dire une crème pour l'hiver, elle vous protège votre peau de l'extérieur et elle vous nourrit en profondeur. Ça veut dire protection nourriture, ce que ça veut dire pour nous. Ensuite, tu as abordé aussi les biais. Alors, les psychologues, on appelle ça le locus de contrôle, c'est-à-dire les biais d'attribution. Pourquoi des personnes, on pensait qu'elles étaient des bonnes personnes, même quand elles faisaient des choses. Donc la personne qui électrocute, enfin qui donne un choc électrique, dont elle a déjà eu un aperçu, parce qu'avant l'expérience, on lui fait un 45 volts. Pourquoi elle continue tout en pensant qu'elle était une bonne personne? C'est parce qu'elle attribue à l'autre, ou alors parce que, voilà, quand on a dit par exemple, une certaine catégorie de population a besoin d'être mise là ou d'être rééduquée. Et la personne va y croire et va se dire, je suis une bonne personne de participer. Donc il y a vraiment ça. Est-ce que déjà, a priori, on est une personne qui s'attribue généralement les échecs ou les réussites? Et les profils psychopathiques, ou les journalistes, c'est ça que tu as dit tout à l'heure, s'attribuent la réussite. Nous sommes les meilleurs, c'est grâce à nous qu'il s'est passé ça. Et d'ailleurs, souvent, c'est les résistants de la seconde résistance. Les personnes qui sont arrivées après, qui vont parler mieux, alors que vous étiez dès le début, vous faites voler, ben là, voilà. Et les autres personnes, alors les soignants, les instits, tout ça, on connaît bien nous, les psys, ont un locus d'attribution plutôt voilà, culpabilisant. On va se dire, ben, est-ce que ce serait pas de ma faute? Donc vous imaginez le déséquilibre. Vous êtes face à un psychopathe paranoïaque, puisque tu connais les termes, qui lui se remet jamais en question, c'est toujours la faute des autres, et il a raison d'agir comme ça, parce qu'après tout, elle est molle ma femme, c'est normal que je lui en mette une ou deux. Et la femme de dire, ah, ben, je dois sûrement avoir fait quelque chose, le salarié de se dire, non, mais ils ont sûrement une bonne raison. Et c'est très intéressant ce que tu ramènes l'analyse aux années 80. Alors, moi, je n'étais pas bien grande dans les années 80. Moi, j'ai étudié le management des années 90 où ça s'appliquait vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont inventé des tests de sélection des managers qui sont basés sur le facteur F. Je l'invente pas, c'est le facteur F, fascisme. Donc les profils psychopathiques. Donc il ne faut pas s'étonner d'en avoir au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, plein les entreprises. Ensuite, vous avez quoi? Le profil pervers qui se colle au paranoïaque, parce que lui, bah, c'est le profiteur de guerre. Il va se dire que c'est toujours très intéressant de récupérer, voilà, au plus près de l'autre, il y a toujours des choses à récupérer. Mais qui étonnamment, par contre, tient à l'équilibre. Il faut quand même qu'il y ait plus de victimes que de bourreaux. Donc il faut quand même maintenir un équilibre. Donc étonnamment, des fois, c'est par celui-là qu'on peut redemander un équilibre. Voilà. C'est peut-être un peu...
Et pour revenir à la résistance, j'avais une petite anecdote. Il y a une plante qui résiste aux produits chimiques. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'amarante. Alors en plus, elle a un mot rigolo. Donc il y a des plantes, et peut-être vous en faites partie, qui résisteront, qu'elles le veuillent ou non, à à toute pensée chimique, à tout produit, à tout biocide, si ça peut vous rassurer. Alors pour vous réarmer, peut-être pourquoi certaines épreuves, elles nous blessent. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? C'est ce qu'on se demandait. Pourquoi tel domaine plutôt qu'une autre? Pourquoi les enfants, moi, ça me fait bondir? Pourquoi moi, c'est plutôt l'injustice? Pourquoi, même si des fois, du coup, on se rejoint? C'est parce qu'elle touche à nos fondements. Elle touche à la blessure de notre enfant intérieur. On en avait parlé tout à l'heure. Et parce qu'elle nous rappelle à notre condition d'existence, c'est-à-dire qu'on est tout seul dans cette vie. Alors des fois, on s'agglomère, comme on dit, on se tient plus chaud. C'est qu'on entendait tout à l'heure dans le discours d'introduction, parce que c'est difficile de passer cette preuve de solitude, mais par contre l'épreuve, de toute façon, que ce soit de la naissance, de la mort, du licenciement, n'importe quelle épreuve, même du départ de sa grande fille dans son premier appartement, par exemple, vous êtes obligé de le passer seul. Alors, la vraie vie, on va dire qu'elle commence au moment où vous acceptez de vous immerger dans la vie avec les risques qu'elle comporte vraiment. Donc, depuis notre travail, on va dire que le boulot, c'est de tenir bon. Donc là, ça recommence. Et tout à l'heure, Jean-Dominique faisait une allusion à comment on tient bon. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est par la colère qui va venir de l'intérieur et on en veut à l'objet. Et il y en a d'autres qui acceptent de se faire entamer en se disant quand même, je ne vais pas déclencher maintenant, il a peut-être des bonnes raisons, donc ils attendent. Et c'est après, quand ça va trop loin, ils sont obligés de récupérer leur protection dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, ils se révoltent. Et c'est le tour du coup, c'est une protection extérieure. C'est-à-dire si vous avez eu des parents suffisamment bons qui vont créer l'enveloppe et la nourriture. Vous aviez une enveloppe du fœtus et vous aviez un cordon ombilical. Si vous avez eu une bonne famille qui vous a donné des bons mots quand il vous est arrivé quelque chose de terrible, vous pouvez puiser là-dedans, puiser dans ces ressources. Mais si votre mère était déjà paranoïaque ou si votre père était pervers, vous avez dû vous autoporter tout seul. C'est-à-dire que vous avez dû vous apporter, non pas, alors on dit les parents apportent une fonction alpha, moelleuse, donc c'est plutôt des gens qui vont s'apporter une fonction oméga. Ça ne fait pas la grande différence pour vous, mais en fait c'est une différence de est-ce que la protection elle vient de l'intérieur et on la connaît déjà, ou est-ce qu'elle vient de l'extérieur. Et pareil pour la nourriture. Est-ce que les parents vous ont déjà donné quelque chose, se dit mais t'inquiète pas, il ne te valait pas, de toute façon tu es suffisamment bien, ou est-ce que c'est vous qui allez dire mais quand même, je ne mérite pas qu'ils me traitent comme ça. Donc il y a quelque chose du côté de la révolte. C'est pas forcément de la colère, parce qu'on ne veut pas forcément se venger. Et c'est à ça que je voudrais vraiment vous sensibiliser, c'est qu'avec l'histoire qu'il y a eu, on est visiblement beaucoup à des enfants de résistants. Je fais partie aussi de ceux dont les grands-parents visiblement ont pu peut-être être dans une zone de résistance grise qui aurait pu peut-être effectivement cacher des personnes avec une brigade d'Allemands dans la maison. Donc ça ne devait pas être très évident. Il fallait bien tenir sa résistance dans un coin de la tête, se rappeler ce qu'on faisait, prendre le risque comme ça de vivre. Je ne sais pas pourquoi je me suis perdue dans mon histoire. Donc, oui. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand on a entendu les récits de nos grands-parents qui étaient coupés d'ailleurs de secrets et de silence, c'est peut-être par ça que j'étais attrapée. Il a fallu, comment dire, reprendre leur enseignement, mais surtout il a fallu s'imaginer que cette fois, nous, quand on sortirait de la résistance, on serait propre et on serait élégant. Parce qu'on a entendu des choses, que quand des personnes sont sorties peut-être du maquis, il y a eu des règlements de compte, ou en tout cas des envies de règlements de compte. Par contre, les résistants qui étaient de la première génération, qui ont fondé les mouvements de résistants, qui sont partis quand ils étaient seuls, n'ont pas du tout eu envie de se venger. C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient absolument reprendre une vie en réparant leur trauma, c'est-à-dire en étant solidaires. C'est ceux qui avaient culpabilisé parce qu'ils avaient pu faire des choses ou arriver en retard, qui ont voulu, par exemple, punir ceux qui ne les avaient pas suivis. Donc là, on va avoir la même chose. Nous allons être rejoints par des gens qui ont compris dans le temps, puisqu'ils n'avaient pas eu la malchance ou la chance d'avoir déjà eu une expérience précepte dans laquelle déjà puiser, on va dire, cette idée de résistance interne. Et moi, je voudrais qu'on soit des résistants élégants. C'est-à-dire qu'à la fin, on pardonne tout le monde, comme nous, on a pu se pardonner quand déjà on a traversé ça dans notre vie.
Quelle attitude avoir face aux épreuves? C'est-à-dire, il ne faut pas éviter toutes les épreuves, c'est bien ce qu'on s'est dit, puisqu'on a bien compris qu'il faut se laisser traverser par une partie des épreuves ou au moins par la leçon que l'épreuve doit nous faire passer. Donc pour ça, ça passe par se réapproprier la douleur de l'épreuve, c'est-à-dire être honnête avec soi-même, être honnête avec la honte qu'on a à cette désolidarité du groupe de collègues qui nous a pas rappelé quand on s'est fait virer. On n'a pas fait de pot de départ, on est parti comme ça. Ça a été douloureux. Enfin, ça faisait 15 ans que j'étais dans ce service-là. Elle, c'était ma pote. Je faisais de la danse avec elle. Et ils m'ont pas rappelé. Voilà, on a eu des collègues qui m'ont demandé qu'est-ce que je fais face à la secrétaire qui a tapé mon nom sur le courrier de mise à pied. J'ai dit, mais porte-lui des fleurs. Parce qu'il y a un moment donné, c'est elle, certainement, qui sera peut-être mise à pied pour un autre problème. Et elle va être très très mal à l'aise. Et si elle veut rejoindre le camp, il faudra bien l'inviter, lui montrer, mais c'est pas toi que je pardonne à ta lâcheté. Alors c'est pas évident, mais c'est vraiment se dire, oui, elle n'avait pas connu ou elle s'est trouvée une bonne excuse, elle s'est déresponsabilisée. Rappelez-vous que le biais cognitif est tel que si on vous propose de vous déresponsabiliser, il y en a quand même 80% d'entre nous qui, sur un sujet, pourront lâcher leur responsabilité. En tout cas, se déculpabiliser en disant oui, mais j'étais obligée, tu comprends, il y a le CDI, puis là, il fallait que je parte, que je prenne l'avion. Ils se sentent obligés, il faut les laisser vraiment rationaliser comme ça le temps qu'ils en ont besoin, parce que de toute façon, ils savent très bien que, enfin, eux-mêmes se condamnent, parce que sinon, ils vont se faire du mal, ils vont s'en vouloir. Ensuite, euh, voilà, je parlais d'autoportage tout à l'heure. Hein, je parlais du portage extérieur. Je ne sais pas si vous le sentez dans votre corps. Cet autoportage, il est du fait que quand on est enfant et qu'on a manqué de quelque chose, c'est-à-dire que le bon sein, puisque les psychologues parlent ainsi, c'est-à-dire quelque chose, un bon objet qui serait rassurant, aurait dû arriver au moment où vous sentez la faim, vous sentez le contact du sein, vous avez déjà moins faim. C'est-à-dire que si vous avez été un enfant d'un parent adapté, en théorie, il vous a apporté ce que vous aviez besoin au bon moment. Et donc, vous pouvez rêver, halluciner, rêver que l'objet va venir à temps. Alors qu'une personne, un ancien enfant, dont le parent l'a réveillé quand il dormait parce qu'elle voulait le montrer à ses copains, ou que quand il mangeait, il disait bon sang, c'est pas le moment, ou j'ai pas assez de lait, il sait que non seulement il pourra brailler, ça va pas arriver, mais que quand il va brailler, peut-être ce sera inadapté. Donc on a quand même 23% par exemple des noyés qui se sont noyés parce qu'ils se débattaient. C'est-à-dire s'ils s'étaient rappelé qu'il suffisait de gonfler ses poumons pour flotter en espérant, en hallucinant, en rêvant que le secours arrive à temps, ils auraient pu tenir plus longtemps que celui qui s'est fatigué à nager alors qu'il ne pouvait pas autant. D'accord? Donc l'idée c'est ne comblons pas les trous, c'est-à-dire ne nous fatiguons pas à combler les preuves, à éviter les preuves. Non, mon manager, il a vraiment fait un truc bizarre. Je vais arrêter d'y penser parce que c'est pas. Non, mais sûrement qu'elle avait une jupe trop courte pour. C'est pas possible. Je le connais, lui, ça fait 10 ans que je descends la poubelle avec lui. Il peut pas. Vous voyez? Il y a quelque chose, voilà, de l'évitement de l'expérience ou de le faire passer par notre appareil psychique qui est naturel, qui est voilà. Sauf qu'une fois que vous avez dépassé cette épreuve, vous dites je n'ai plus le droit. Et dès qu'on se voit éviter quelque chose, j'ai entendu le président affoler les foules. Alors moi qui ai très peur des foules, je vais pas à la Black Friday. Quand voilà, je suis née sous Giscard d'Estaing, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai connu Mitterrand, j'ai connu le nuage de Tchernobyl qui n'est pas passé les frontières, j'ai connu qu'il n'y avait pas de sang contaminé. C'est-à-dire, normalement, un président, un père de famille ne vous parle pas des problèmes qu'il traverse. Il va vous dire, il va pas vous tenir au courant des problèmes financiers. Voilà. Et là, on avait un président qui affolait les foules. J'ai eu peur. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vraiment, voilà, se réveiller dans une vigilance sans céder à la panique, sans éviter ce qu'on est en train de traverser, aller le regarder. Dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de toucher chez moi? Il est en train de réveiller une expérience antérieure qui me rappelait qu'il y avait danger. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je cours, que je coupe la télé et que je m'enfuis dans un autre pays ou quoi. Je viens réfléchir ce que ça vient réveiller chez moi. Ah, ça vient réveiller que les parents ne sont plus à leur place. Donc ça, je me rappelle, quand les parents n'étaient plus à leur place, il fallait que je m'autoporte. Vous vous rappelez? Donc maintenant, vous le saurez, quand quelque chose de plus grand que vous déraille, un parent déraille, votre patron s'est mis à fusionner avec quelque chose qui ne va pas, la nouvelle chef de service qui ne va pas, donc il va falloir que je m'autoporte en toute responsabilité. Je ne vais pas me mettre à le dégueulasser, je ne vais pas réussir à réveiller l'équipe.
D'autant que je n'ai pas toujours le droit. Moi, je suis la psychologue du service. Si je me mets à mal parler du chef de service, c'est comme maman qui parle mal de papa. Donc il fallait que j'arrive à faire bouger les choses en réveillant gentiment les équipes, mais sans les culpabiliser, qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas toutes les questions, par exemple. Donc il fallait amener par des questionnements que les personnes vous comprennent sans avoir peur, et en même temps qu'elles remettent en route leur appareil à penser. C'est comme ça qu'on protège la fonction du chef de service, qu'on espère qu'il va changer bientôt, et qu'on remet la créativité des équipes à se débarrasser d'une chose toxique qui nous amène au carnage. Donc, ne pas éviter la fuite, et surtout rappelez-vous que les personnes vont résister parce qu'elles vont, elles vont éviter la zone traumatique, elles vont la protéger. Quelque chose qui est douloureux, la personne ne veut pas qu'on en parle. Non, s'il te plaît, voilà, ne me parle pas de ça. En plus, tu es un complotiste. Donc, j'ai une patiente qui m'a dit que son compagnon l'a traité de contrariste. Pas un peu tous des contraristes. Donc, pour tenir bon, il faut passer par reconnaître la douleur et colmater en réparant les brèches. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure de position dépressive du nourrisson, la dépression, c'est une faille. Donc, une faille, c'est pas comme un trou dans le jardin. On peut pas le remplir. C'est-à-dire que ça sert à rien de le remplir par fumer, boire, changer de pays, changer de femme. C'est vraiment plutôt aller reconnaître qu'à cet endroit-là, j'ai pas été construit, puisqu'en tant qu'enfant, je me suis autoportée tellement vite, j'ai mûri tellement vite qu'il y a des zones de moi qui n'ont pas été terminées, qui n'ont pas été nourries. Donc, je vais plutôt attendre que l'expérience passe, voir là où j'avais le trou, qui est encore présent, et on va colmater les failles. C'est comme ça qu'on s'y prend pour aller regarder ça de plus près. Donc, l'attitude juste, c'est reprendre le contrôle de son émotionnel zone par zone. Je ne panique pas. Je ne suis pas obligée d'agir tout de suite. J'ai mal, j'ai peur, je ne panique pas. Déjà parce que ce n'est pas d'actualité, je ne suis plus un petit enfant, maintenant j'ai des ressources. Ensuite, je vais restaurer mon sentiment de calme à l'intérieur de moi. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas que blanc ou noir. On n'est pas chez... Voilà, c'est vraiment typique de la paranoïa que dire si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Si tu es contre les attentats terroristes, tu es Charlie. Il y a peut-être une zone où on peut créer une troisième position. Donc dans tous, moi je suis au syndicat Liberté Santé, syndicat qui s'occupe vraiment de la protection des soignants, des personnes qui ont été touchées par l'obligation vaccinale, qui fait au passage d'ailleurs un très bon travail, des avocats de très grande qualité, passionnés. Et tout ça pour dire que dans ce groupe-là, on fait bien attention à tenir notre émotionnel, à garder notre intérieur et à inventer la troisième position. C'est-à-dire pour chacun, il va y avoir une position grise, pardon, qui va être inventée au cas par cas. Et pour ou contre, c'est facile. Par contre, moi, je vais peut-être attendre. Moi, je vais peut-être avoir un arrêt maladie. Moi, je vais peut-être aller demander le dispositif, des analyses de tel. On va tous inventer notre manière d'être et qui va nous ressembler. Qu'on puisse la regarder ensuite avec du recul en disant moi, c'était exactement la position que je voulais avoir face à ce problème-là. Et ensuite, sécuriser l'enfant intérieur, vous vous rappelez, le protéger, parce que quand même, c'était inquiétant, et le nourrir. Et pour relancer la pensée de soi. Une fois que vous avez protection nourriture, donc là par exemple protection, on se réaffilie. Nourriture, on entend des paroles qui nous plaisent, en plus avec des facettes de personnalité qui la déclinent d'une manière qui à un moment donné nous plaît. C'est comme ça qu'on peut ensuite relancer notre propre créativité. Ensuite, apprivoiser notre enfant intérieur. Et il se trouve que comme cet enfant des fois a été abandonné, il faut des fois le réadopter, le connaître. Alors c'est vrai que souvent on le protège sans vraiment le connaître. Donc il faut être suffisamment contenant avec chacun, s'apporter de la sécurité et de l'attention. On a vu des mères tellement protéger les enfants des masques qu'elles en avaient oublié leur propre fatigue. Moi j'ai travaillé donc sur les cours d'éducation sexuelle. À un moment donné, j'ai tellement travaillé sur les écrans que j'ai perdu de la vue pour la lecture des livres. Donc ça aussi, il faut le récupérer. Est-ce qu'on compte s'abîmer jusque-là? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis bien toujours en train de faire ce que je suis en train de faire? Ou est-ce que ça m'a tellement emporté que je suis en train de perdre d'autres choses? Est-ce que je garde mon couple alors que je suis en train de trop me battre contre quelque chose? Donc le paradoxe, c'est que l'énergie qu'une personne blessée dépense par exemple à se mettre en lien avec la chose, elle est récupérée par l'idée même de la lutte et la tentative de faire confiance à quelque chose. Vous avez vu qu'il y a des personnes qui essayent de faire confiance. Non, mais je fais confiance à mon gouvernement. Et puis à un moment donné, ils se sont épuisés. Donc,
Voilà, on a pareil de l'autre côté, si vous voulez. C'est comme c'est des biais cognitifs, de toute façon, c'est pareil. Je fais confiance à tel groupe et comme il ne représente pas tout à fait ce que je voulais, ben, je ne m'y retrouve pas. Donc vous savez, c'est pas une histoire de bon et de méchant, c'est vraiment une histoire de est-ce que je suis bien à l'endroit où je devrais être. Voilà. Comment intégrer les épreuves de notre vie? Donc les épreuves, elles nous confortent à la nécessité de retrouver et accueillir notre enfant intérieur. Oui. Pour intégrer les épreuves de la vie, il faut déjà sortir de 3 attitudes. Alors là, c'est peut-être plus approprié pour les personnes qui ont vraiment été traumatisées enfant, vous me direz, mais ça peut servir pour des personnes que vous reconnaissez. Donc l'idéalisation, la comparaison et l'hyperactivité. Donc vous allez voir des gens qui idéalisent. On a ça dans la clinique des immigrés. Moi, je travaille en ethnoclinique, en plus à Marseille. J'ai connu donc des familles, voilà, avec des histoires très très différentes. Ces personnes, elles vont arriver en France et elles vont idéaliser, voilà, dire les autres, ils ont une meilleure vie par défaut. Donc nous, on peut par exemple se dire, bah, ceux qui n'ont pas vécu des traumas, quelle chance, ils avaient des parents aimants, quelle chance. On a, donc ça c'est l'idéalisation, que la personne imagine que les autres ont eu accès par défaut à une vie plus facile. Ensuite, on a la comparaison, et vous en avez déjà entendu. C'est mais pourquoi moi, ça m'arrive toujours qu'à moi? C'est-à-dire des personnes, donc vous entendez là la détresse, c'est-à-dire le raisonnement infantile qui témoigne de son besoin d'être cajolé. Donc c'est vraiment un discours dénigrant à son encontre, et c'est quelqu'un qui va se plaindre tant qu'il ne rencontre pas une butée narcissique, mais qui va juger lui-même valable. C'est-à-dire si vous dites bah, non, il ne va pas vous écouter. Par contre, vous dire non, mais tu es capable. Et s'il vous reconnaît le fait que vous le validiez, il va s'arrêter. Vous avez déjà entendu des collègues, des copines. Et ensuite, l'hyperactivité. Quelqu'un qui a été blessé, qui a appris qu'il fallait absolument voilà, répondre, agir, courir pour pas mourir. Pour lui, s'il bouge, ça équivaut, si ça, il ne bouge pas, ça équivaut à mourir. Et ça, chez les résistants, on en a beaucoup aussi. Bon, Amandine, qu'est-ce qu'on fait? Les pompiers, surtout, ils aiment bien. Non, voilà. S'il n'a pas appris à se détendre et à attendre qu'on s'occupe de lui, vous vous rappelez la personne qui finit par se noyer, s'il ne sait pas que le bon sein un jour va arriver, les secours vont arriver, il a quelque chose où il a beaucoup de mal à supporter de rester en place. Donc, si vous regardez ces personnes-là, n'ont pas un désir de vivre simple, ils ont plutôt une impulsion à survivre. Et certains résistants, quand on parle qu'ils sont presque radicaux, radical c'est la chair qui veut c'est une impulsion à survivre. C'est pas des gens qui vont se détendre. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il y a une prochaine vague, on sera encore là. Moi, vous regardez mon CV, il y a 20 ans, j'étais déjà en train d'expliquer pourquoi il y avait des accidents du travail. C'est des gens qui vont tout le temps nettoyer. Donc, on va passer d'un combat à un autre parce qu'on a besoin de nettoyer, d'aider les collègues à pas tomber dans les panneaux qui nous paraissent quand même évidents puisqu'on a fait un travail sur nous. Dans la pulsion de vie, le repos, du coup, il faut bien comprendre qu'il est concomitant à la survie, c'est-à-dire à la vigilance. On ne peut pas s'affaisser. Donc, traiter les épreuves de vie, ça n'amènera pas au repos total, ça vous inquiétez pas, on aura le temps, mais plutôt à la pacification de son passé et vivre pleinement son présent, se poser pour être bien en train de vivre cette épreuve. Là, on est bien tous en train de se rencontrer. Bon, on n'aimerait pas se connaître, mais bon, voilà. Voilà, donc il ne faut pas fuir l'épreuve, lutter contre quelque chose, que ce soit un système, un symptôme, un chef de service, on va dire, un président. Cela passe par le regarder en face. Ça passe par traiter le signal d'alerte et non pas couper le voyant, on va dire, et regarder ce qui réveille dans notre organisme. Et fuir cette reconnaissance, ça parviendrait à s'épuiser, à se nier, à dépenser du coup de la pulsion de vie et donc de l'énergie contre soi-même. Donc ce creux, il n'est pas à boucher, parce que éviter la peur, plus on va l'éviter, plus l'énergie qu'on va mettre à vouloir l'éviter va agrandir le trou. C'est vraiment comme un trou noir, il va se nourrir de toutes les choses qu'il va trouver à porter. La bonne nouvelle, c'est que les trous noirs finissent par mourir naturellement. Voilà. Pourquoi la lutte est contre-productive? Je vais vous faire petite citation de Carl Jung, qui a écrit, lui, sur la part d'ombre. Chacun porte en lui une ombre, et plus celle-ci demeure enfouie dans la conscience de l'individu, et plus elle devient sombre et dense. Ça veut dire que quand on a conscience d'un problème, on possède déjà une chance de la corriger. Voilà, de le corriger. Alors que si notre ombre elle est réprimée, on va épuiser notre système et le symptôme,
ou voilà, ce contre quoi on est en train de lutter va devenir plus fort. Donc le symptôme, vous avez compris, il se nourrit de l'énergie qu'on va dépenser à lutter contre lui. Vous avez déjà entendu ce discours dans des films, dans des séries, mais là vous comprenez pourquoi. C'est parce qu'il nous rappelle que par exemple on se dit mais un parent doit aimer son enfant. Bon bah pas de bol, à la loterie des parents, t'as eu 2 paranoïaques. Ça c'est pas la peine de se lutter à essayer de les corriger, c'est plutôt comment je fais pour rester en lien avec cette personne-là. Mais il y a d'autres personnes qui ont des parents Alzheimer, ils ont bien réussi ce défi. Alors pourquoi ce serait compliqué? Si c'est inacceptable et que c'est sur des points, des piliers du vivre ensemble qui ne peuvent pas respecter, vous avez des parents psychopathes, ben, vaut mieux aller chez son psy, s'étayer et dire combien c'est difficile de vivre sans parents. Par contre, si vous avez des gens avec qui vous pouvez travailler, ben, vous allez chercher la partie de l'enfant intérieur blessé et vous essayez de rester en lien avec ces gens-là. Donc on ne peut pas faire l'impasse de la leçon que va vous faire cette expérience. Est-ce que ça t'inspire? Je peux continuer, hein. Moi, je suis une tortue, hein. Je pense que ça t'inspire. Merci. Oui, ça m'inspire. Tu m'as un peu perdu au moment où le sein magique apparaissait pour nourrir l'enfant intérieur. Il était tout oreille, même le nourrisson intérieur. Là, il est plus pas. Il a basculé dans un état d'extase. J'ai un peu de peine à revenir depuis. Et puis, je crois qu'on a déjà été un peu long, surtout toi d'ailleurs. Donc, j'ai demandé aux Le locus organisateurs d'attribution externe. si on poursuit ou si on passe plutôt à un rebond avec la salle. Mais moi, peut-être juste encore quelques repères importants pour moi. Le premier, c'est une phrase d'Alphonse Allais qui dit « Ne vous prenez pas au sérieux, aucun n'en sortira vivant ». Ah, nourriture. Et le sens de la finitude est un des piliers de liberté par rapport à ce qui nous arrive. C'est quand on a accepté sa finitude, qu'on est mortel, et on l'a bien vu d'ailleurs, les populations urbaines très hors sol et virtualisées ont paniqué comme s'ils risquaient de mourir de ce qui au fond était un vilain rhume un peu virulent au début, alors que les populations rurales et montagnardes se sont dit oui, on va mourir un jour, mais probablement pas de ce truc-là. Non, mais vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la relation à la mort, de l'acceptation de la finitude. Et pour moi, c'est vraiment ça que je veux dire. De toute manière, aucun d'entre nous n'en sortira vivant. Donc, autant le rester le plus longtemps possible. Je suis absolument pas pressé. Mais l'aventure m'intéresse. Et puis, quand Frankel est sorti de la guerre et qu'il a repris sa pratique à Vienne, il s'est trouvé dans cette situation incroyable de recevoir des femmes de la bourgeoisie viennoise hyper déprimées qui avaient envie de se suicider. Et lui qui avait traversé pendant 3 ans les camps de la mort, s'est quand même dit, mais c'est quoi cette histoire? Et ce qu'il a identifié à ce moment-là, ça a été le point de départ de toutes ses propositions ultérieures, c'était que c'est vraiment le sens qui donne le sel à la vie. Hein, quand on sait pourquoi on vit, pourquoi on se bat, pourquoi on résiste, hein, on peut tout traverser. Mais même si on est dans du confort matériel, avec une vie qui, de l'extérieur, donne l'impression d'être enviable à tout point de vue, mais qu'on a l'impression de ne pas être dans sa vie, de pas, hein, d'être perdu quelque part sans s'y retrouver, à ce moment-là, les choses peuvent devenir extrêmement pénibles. Et j'ai envie de dire que la déprime de la femme viennoise des années 50, elle n'est pas, à minimiser. C'est aussi une sacrée épreuve. Mais au moins, dans ce que nous vivons, il y a quelque chose de passionnant. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est juste passionnant. C'est un bordel sans nom. Euh, c'est trash. Hein. Moi, évidemment que la souffrance infligée notamment aux catégories les plus fragiles de la population est quelque chose qui, moi, me bouleverse de jour en jour. Mais comme tu l'as si justement dit, Amandine, je ne veux surtout pas me protéger de ce ressenti. Et je trouve d'ailleurs qu'il faut être vigilant par rapport. Des fois, à l'issue de soirée, on nous dit bon, bah, qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui nous remonte le moral et nous redonne de l'espoir. Et surtout pas. Pourquoi faire? L'important, c'est le réel tel qu'il est.
Et c'est au contraire quand on se laisse être rattrapé par la souffrance que nous font vivre les choses, que naturellement le ciel se dégage. Mais si, comme Bill Gates, vous envoyez des particules dans l'espace pour orienter le temps dans telle ou telle direction, on est de toute manière dans quelque chose de faux. Et d'ailleurs, ça a été un autre enseignement des années où j'ai travaillé comme thérapeute, c'est que je me suis rendu compte qu'au fond, probablement le cœur du travail thérapeutique, en dehors de l'amitié avec soi-même, commencer à se traiter soi-même aussi bien qu'on traite les gens qu'on aime, mais que le fond du processus thérapeutique, c'est de restaurer le système de la douleur. C'est apprendre à souffrir de ce qui est douloureux. Parce que c'est un système vital. C'est un système de guidage. Si quelque chose est douloureux, j'en souffre et donc je fais quelque chose. Et là, on voit que les gens sont anesthésiés, ils sont en sidération, donc ils n'arrivent même plus à mettre les choses ensemble intérieurement. Et nous, c'est notre privilège. Nous, on sait mettre les choses, on a gardé cette aptitude, mais évidemment que le prix à payer, c'est de traverser de la souffrance, de traverser de l'effroi, de traverser de la révolte, et tant mieux. C'est pour ça qu'on est vivant. En ce qui me concerne, j'ai l'impression que ça ne nous stérilise pas du tout, bien au contraire.